Cela fait un moment que je souhaitais faire une vidéo sur ces mangas dits de détraqués, que nous avons potentiellement dans nos mangathèques. Celle-ci m'a, entre autres, été inspirée par les polémiques autour des œuvres de Bastien Vives, à savoir où sont les limites de l'acceptable, mais aussi et surtout du légal en ce qui concerne l'édition des mangas en France, qui diffère forcément législativement et culturellement avec le Japon. Auparavant, cette vidéo m'avait déjà été inspirée par mon intérêt pour le hentai non censuré. Même si sa lecture est réservée à un public adulte et averti, il met en scène bon nombre de personnages mineurs, ce qui parfois peut s'avérer assez gênant lorsque certains personnages paraissent de trop juvéniles. Mais cette vidéo m'a aussi et surtout été inspirée par mon intérêt pour l'eroguro, avec cette sensation que l'on peut avoir d'ouvrir une boîte de Pandore à la lecture de ses œuvres. Bien sûr qu'il y a un apport à l'art et au divertissement en ce qui concerne le dit 9e art, qui appelle à se référer à d'autres arts majeurs tels que la sculpture, la peinture, la littérature et au cinéma. Pourquoi y aurait-il un traitement de faveur pour l'une ou l'autre de ces œuvres d'art? Faudrait encore que le terme de chef-d'œuvre littéraire ne soit pas remis en cause par les pédants. Comme chacun en France le sait, la censure a touché chacune de ces expressions artistiques par le passé. Et elle est encore exercée dans certaines cultures, en allant même jusqu'à toucher à la musique. On qualifie de détraqué un goût prononcé pour la perversion, ou la fascination que cette perversion peut exercer sur nous lorsqu'elle est véhiculée par un artiste et son médium. En l'occurrence, dans cette vidéo, je vais m'attarder sur le médium du manga, puisque c'est mon thème de prédilection. Mais pas que. Générique. Avant tout, j'aimerais qu'on donne un sens aux mots qu'on utilise, et si la définition n'est pas la même que la vôtre, au moins vous aurez saisi ce que j'essaie de dire. La perversion, dans le vocabulaire courant, ce terme est utilisé pour désigner soit une déviation des instincts conduisant à des comportements immoraux et antisociaux, on parle de convertir au vice, soit pour désigner la transformation de sens subie par un discours, là on peut parler de corruption du discours, jusqu'à le détourner, soit pour désigner la manipulation, l'abus et la cruauté. Et dans bien des cas, il désigne une perversion sexuelle. En psychiatrie, le terme se réfère la plupart du temps à des conduites immorales et amorales considérées comme déviantes. Il désigne, pour beaucoup, une structure psychopathologique établie, apparentée au pervers névrosé. Selon Freud, le sujet pervers se comportera dans sa vie sociale comme tout à chacun et il pourra même être reconnu comme un citoyen exemplaire. En revanche, dans sa vie sexuelle, le sujet pervers ne pourra atteindre la jouissance, ou du moins atteindre celle qu'il considère comme une vraie jouissance, qu'à certaines conditions qui dépendent de la nature de sa perversion. Si ces conditions entrent en conflit avec les lois sociales, il sera tenté de les transgresser. Mais aujourd'hui, la plus grande déviance, c'est lorsque cette perversion amène à éprouver une attirance sexuelle qui s'orienterait sur la pédophilie, la zoophilie et la gérontophilie, voire la nécrophilie. Car elle a dans tous les cas cette connotation de viol, d'abus de la personne ou de l'être vivant et d'un rapport de force qui découle d'une dangereuse perversion narcissique. Alors, la question qui se pose au lecteur cible est: quelle est la nature du plaisir qu'il ou elle retire de sa lecture? Je pense que tout à chacun peut prendre le temps de réfléchir à cela. La fiction. La fiction est-elle condamnable, même si celle-ci nous fait horreur? Bon nombre de personnages créés par leurs auteurs peuvent faire écho de cette perversion, soit à travers l'humour, soit à travers une personnalité psychotique ou névrosée, soit à travers des événements qui ponctuent le récit. Et cela concerne tout autant les lectures qui sont adressées aux enfants, aux adolescents qu'aux adultes. Protection des mineurs. La notion de protection des mineurs intervient généralement lorsqu'il est question de violence et de pornographie. D'ailleurs, elle concerne aussi bien l'âge du lecteur que l'âge des personnages mis en scène. Mais cette protection doit-elle vraiment s'appliquer à un personnage de fiction qui est la création d'un auteur ou d'une auteure? Lorsqu'un manga, dit de shonen ou de shoujo, traite d'érotisme ou de violence exacerbée,
la lecture de ce manga n'est-il pas perçue différemment par un adolescent que par un adulte? Surtout en ce qui concerne un contenu qui peut mettre en scène des personnages imberbes aux formes juvéniles, en petite tenue, nus ou torse nu, et tout cela dans des positions suggestives. En cela, ça concerne tout autant les seinen que les josei. Après, va-t-on reprocher à un adolescent de lire des mangas qui mettent en scène des personnages de leur âge? Mais qu'en est-il pour l'adulte? Celui qui dessine ces mangas, mais aussi celui qui les lit. Puis un manga à destination d'un public averti, voire interdit aux mineurs, qui met en scène le viol, l'inceste, la torture, le meurtre, le sexe, la misogynie, la pédophilie, le trash, le gore et l'humiliation, condamne-t-il le lecteur à être considéré comme un pervers, voire un détraqué? Alors qu'on ne pose que rarement cette question aux personnes qui visionnent des séries télé qui mettent en scène des affaires de viol, de serial killer et j'en passe. L'artiste, en tant que dessinateur et artiste du 9e art, peut-on voir une forme créatrice et subversive des maux de la société dans leurs travaux? Ou doit-on juste interpréter au degré zéro que de tels récits sont une apologie de la violence et du sexe? L'art. L'art est-il ou a-t-il un passe-droit? Finalement, la liberté de dessiner s'arrête-t-elle là où s'arrête la perception de chacun? La fiction a-t-elle ses limites? Au même titre que l'humour. Et par qui est-elle imposée? Devons-nous craindre la fameuse cancel culture et embrasser la censure? Voici bon nombre de questions auxquelles je n'ai absolument pas à y porter de réponse, car c'est au-dessus de mes compétences et il faut le dire assez casse-gueule. Néanmoins, je vais me pencher dessus, car objectivement, étant devenu un lecteur assidu de hentai et d'Eloguro, ça fait de moi un coupable prédestiné. J'ai tout du pervers et donc du détraqué potentiellement instable et dangereux. Sans parler que je consomme du soft power japonais depuis mon plus jeune âge. J'entends par là la consommation d'animés, de jeux vidéo et de films provenant de la culture japonaise. La loi française. Pour faire court, il faut rappeler l'article 227-23 du Code pénal qui prohibe les représentations à caractère pornographique de mineurs. Une loi qui a tout son sens lorsqu'il est question de personnes réelles, mais lorsqu'il est question d'un personnage de fiction, d'un dessin à caractère pédopornographique, il me semble qu'intervient une notion subjective pour une œuvre artistique. Son interprétation doit se faire en tenant compte de sa dimension fictionnelle et des intentions de l'auteur. Bastien Vivès et les polémiques sur le 9e art. Dernièrement, Bastien Vivès a été assimilé à cette polémique sur la représentation de la pédocriminalité dans la bande dessinée. Bien que je doute pas que son cas personnel est plus un cas particulier car il touche au caractère de sa personne, avec pour contentieux, face à ses détracteurs, ses prises de parole, l'ambiguïté de ses propos et ses menaces envers une dessinatrice, donc une femme. Mais suite à cette polémique, d'un homme qui s'intéresse à la production japonaise, comment ne pas me poser la question suivante, ne serait pas hors la loi une grande partie de la production manga hentai? Et en première ligne, la production hentai, car elle met très souvent en scène de jeunes filles ou garçons mineurs, c'est-à-dire qui ont moins de 18 ou 21 ans selon la législation du pays. Dessiner un rapport consenti ou non entre deux personnages, si pas plus encore, devient tout bonnement un acte criminel. On n'oublie pas que les sujets majeurs des hentai tournent autour de l'adultère, la romance, le viol seul ou en réunion, la soumission, l'inceste, aussi bien entre frères et sœurs qu'entre parents-enfants. D'ailleurs, on parle souvent de hentai non censuré, ce qui est un vrai plan marketing en France. Pourtant, il arrive qu'il manque des chapitres qui feraient que le titre devienne véritablement hors la loi. Parfois, la traduction joue un rôle de censure, les frères et sœurs deviennent des demi-frères et sœurs. De toute façon, il y a l'embarras du choix plus ou moins tendancieux avec les cousines, les voisines, les belles-sœurs, les amis d'enfance, afin de rebondir au niveau du scénario. S'il y a besoin de le rappeler, le hentai n'est ni plus ni moins qu'un manga à caractère pornographique. Quelque part, je n'aime pas qu'on touche à l'essence même d'une œuvre en la censurant. Seulement, il faut reconnaître que l'utilisation de personnages féminins aussi plates qu'une planche à pain, et pas bien grande de surcroît, est parfois ambiguë et qu'elle me fait peur. Parmi mes auteurs préférés, parce que oui, il y a des mangaka dans le hentai que j'estime particulièrement pour leur talent.
il y a Shindo L, que j'ai d'abord découvert avec son premier titre paru en France et peut-être le plus connu, Métamorphose. Un titre qui, de par son thème, n'est pas sans me rappeler le roman L'Herbe Bleue. Ce livre qui, à une époque, les mères faisaient lire à leurs filles pour qu'elles prennent garde des dangers des amis et de la drogue. Parce qu'il est question de ça dans Métamorphose, il est question d'une descente aux enfers d'une jeune fille qui fera la mauvaise rencontre, qui profitera de la naïveté de la fille pour la droguer et la violer en lui faisant croire qu'il l'aime. Et c'est ainsi qu'elle sera entraînée dans un monde de camé et de prostitution. Dans quasiment tous les récits de Shindo L, les personnages féminins se retrouvent enceintes et mettent à leur bouche des trucs dégueulasses, mais dégueulasses, avec de la crème et tout, je ne vous raconte pas le fumet. Si lors des premières situations vous trouviez ça excitant, très vite vous êtes pris d'empathie pour ces personnages qui subissent plus que de raison, parfois avec cette incompréhension de ce qu'est l'amour pour ces personnages féminins, mais aussi masculins. Je n'oublie pas ce personnage dans LSF qui a dû changer de sexe pour soigner une maladie mortelle et qui se découvre dans la difficulté de dire non face à ses camarades de classe. Autant j'adore ce mangaka, autant c'est parfois une torture de finir un de ces mangas. Je pense à Cultural Anthropologie, ça va tellement loin. Vous étonnez pas si vous croisez des tentacules. Bref, le hentai ça peut être très excitant pour X raisons, mais pas que. Et c'est ça aussi qui est intéressant à travers une lecture, c'est de définir toutes les émotions par lesquelles on passe et qui parfois n'ont plus rien à voir avec le plaisir charnel. Ecchi, pédo et isekai. Là, je parle de hentai, mais dans certains shonen dit ecchi, c'est bon, on la connaît, la feinte du personnage qui a 116 ans dans un corps de loli. La maison d'édition Noévé Graphics avait d'ailleurs défrayé la chronique de la twittosphère lorsqu'ils ont annoncé, parmi les premiers titres de leur parution de manga, Tsugu Momo, qui était très attendu par sa fanbase, mais aussi très controversé à cause de son contenu dit pédo. Par la suite, Noévé Graphics a fini par annuler l'édition de ce titre. Alors je pense qu'il est nécessaire de préciser que ce que l'on qualifie de contenu pédo ne concerne pas forcément tout ce qui touche au ecchi ou à l'érotisme, mais aussi aux intentions de l'auteur. Après, la question de la cible se pose vraiment. Doit-on interdire les scènes plus ou moins charnelles aux adolescents de 12 ans qui lisent par exemple Video Girl Eye, ou juste déconseiller la lecture de ces mangas aux adultes? Il me semble après, je peux me tromper, que l'on qualifie de contenu pédophile un récit qui met en scène un personnage adulte avec un personnage mineur qui ont soit des rapports sexuels, soit que leur corps soit dessiné et mis en scène dans le plus simple appareil à connotation sexuelle. Après, il y a aussi la question suspicieuse des récits sur fond d'isekai, qui permet à un personnage qui a la trentaine de renaître dans un nouveau corps et parfois dans le corps d'un bébé, situation qui invite le gentil puceau à se blottir et téter les seins de sa nouvelle mère, de partager le quotidien et l'intimité des enfants lorsqu'il grandit avec eux. Le trentenaire devient un quarantenaire qui joue avec la culotte des filles. Voilà. On ne peut pas arrêter de penser que c'est un peu borderline ce délire d'isekai. Et Mushoku Tensei en est le parfait exemple, ce qui n'enlève rien à ses autres qualités. Inyo Asano, Twitter. Je pense à ma lecture du manga de Inyo Asano, La fille de la plage. J'ai déjà entendu des personnes le mettre au même niveau que ses lectures dites pédo. Et je ne vous cache pas que j'ai été plutôt surpris, car en aucun cas j'ai ressenti de malaise lors de ma lecture de ce titre. Parce que l'on suit l'apprentissage des relations sexuelles entre deux lycéens ou deux collégiens. Ça ne fait pas du lecteur un voyeur pédophile, la sexualité existe, je dirais même qu'elle est omniprésente chez certains ados, pas chez tous. Après, beaucoup ne l'assument pas aussi, mais parfois la population Twitter peut paraître bien prude. Qu'elle a des valeurs, c'est une chose, qu'elle n'a aucune expérience de vie en dehors de chez eux, en est une autre. Si on écoutait tous les hypocrites sur ce réseau, on serait tous puceaux et asexués. Surtout asexués, mais surtout irréprochables. Tout ça pour dire que la notion de lecture pédo est toujours à prendre avec des pincettes. Surtout en ce qui concerne cet excellent titre qu'est La fille de la plage, qui met en scène, des scènes que vous ne comprenez pas forcément, mais qui existent dans un jeune couple. Larry Clark. Ce n'est ni plus ni moins ce que pourrait nous proposer le visionnage d'un film d'auteur français, voire américain comme Larry Clark.
Je crois d'ailleurs n'avoir jamais vu d'adaptation DVD de son film Kids. Un film que j'ai poncé adolescent parce que je le trouvais tout bonnement génial. Dommage que je ne puisse plus le revoir n'ayant plus de cassette vidéo. Après, je sais que Larry Clark était déjà assez controversé en France, d'autant plus lorsqu'il a été exposé au musée d'art moderne en 2010 aux côtés de Basquiat. C'est vrai qu'il photographiait entre autres le sexe de jeunes garçons, ce qui pouvait choquer les visiteurs, qui n'étaient pas forcément venus pour ça d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis persuadé que cette exposition serait impossible. Pourtant, de mémoire, les sujets n'avaient rien de prépubère. Bien au contraire, mais je comprends qu'un enfant reste un enfant, même si la vie et le quotidien de ce dernier est tout autre. Car disons-le, Larry Clark ne s'intéresse pas à l'enfance des familles modestes, mais bien à celle qui vit dans la rue avec d'autres enfants qui boivent, se droguent, couchent ensemble, voire qui se prostituent. D'ailleurs, son film Kids traite de la séropositivité en toile de fond, ce qui en fait d'autant plus un film choc de son époque. Ken Akamatsu et la censure. Après, le Japon aussi est touché par les changements de mœurs ou de politique. Ken Akamatsu, l'auteur de Love Hina, a plongé dans la politique en 2011 lorsqu'il a mis en garde contre les changements de la loi japonaise sur les copyrights, qui détruiraient les œuvres dérivées, principalement les doujins, dont il est lui-même créateur. En 2013, alors qu'il sérialisait sa série Yuki Holder, Akamatsu s'est joint à d'autres créateurs pour s'opposer aux lois sur la pédopornographie. Car selon les opposants au projet de loi, les projets initiaux ne faisaient pas de distinction entre la pornographie mettant en scène de vrais enfants et les images d'enfants, donc de fiction, pour qu'au final, le projet de loi soit adopté en 2014, mais sans interdiction explicite à l'encontre des animés et des mangas. Akamatsu a qualifié les critiques de l'Organisation mondiale de l'égalité des sexes de pression externe pour réglementer la liberté d'expression du Japon, en particulier pour les mangas et les animes et les jeux vidéo. Pour être plus clair, sa priorité est de sévir contre les sites web pirates, contre la censure et de protéger les œuvres originales des créateurs ainsi que les doujins. Ce qui est un peu paradoxal, ce qui les détourne, c'est un peu ces dessinateurs-là. Mais étant lui-même connu pour ses doujins, cela explique cela. L'une des plus grandes critiques à l'encontre des politiques d'Akamatsu est qu'elles donneront lieu à des problématiques comme la pornographie juvénile et l'inceste dans les mangas et les animés. Cependant, Akamatsu se défend en disant qu'il n'y a pas de vraies victimes si c'est de la fiction. Et en soutien derrière lui, il y a de grands noms du monde du manga comme J.J. Morikawa, qui est l'auteur de Hajime no Ippo, ou encore Tsukuichi Akito, qui est l'auteur de Made in Abyss, pour ne citer que. Car ils estiment qu'ils subissent une pression culturelle émanant des pays occidentaux qui au final mettent en danger leur culture et leur rapport à l'art. Alors beaucoup savent que Ken Akamatsu est de l'extrême droite japonaise. Après, il faut quand même doser, il faut savoir que l'extrême droite japonaise n'est pas forcément la même qu'en France. C'est juste histoire de relativiser un petit peu. Voilà, c'est pas le même pays. Made in Abyss, Chibi. Made in Abyss est aussi un manga très controversé en France et les illustrations que l'on découvre à partir du tome 2 en retirant la jaquette du manga cristallisent ce malaise d'être en présence de connotations pédophiles, comme la blague sur les punitions absurdes, comme la blague récurrente sur le fait que l'aigu a une érection. On voit Prishka prendre son bain, des expériences sur Rico à poil, mais en vrai c'est bien la représentation de torse nu, d'enfants torse nu, avec des mamelons entre deux âges qui nous mettent mal à l'aise. Une représentation qui paraît au premier abord culturellement chez nous tabou. Jusqu'à nous faire oublier le récit de cet univers impitoyable, si exotique et fascinant, qui nous invite à l'aventure et à l'exploration. Enfin, la question se pose, et si le dessin était autre que le style chibi de l'auteur? Chibi, mignon, le personnage chibi a-t-il juste pour fonction d'être un personnage mignon et enfantin? Ou peut-il être aussi vecteur de dramaturgie comme dans Peleliu? N'est-ce pas notre regard qui finit par se détraquer? Parce que quoi qu'on en dise sur les mœurs du Japon, les Européens, voire les Occidentaux, si pas le reste du monde, ne sont pas mieux lotis. Disons-le, on n'a pas besoin des mangas pour se rendre compte que notre société est viciée par la perversion, par la pédophilie, qu'elle soit philosophique, religieuse et politique, historiquement elle est omniprésente dans notre société.
On peut le dire, elle est même institutionnelle. Cela va du prof qui finit par se marier avec son élève qu'il a connu en 6e. Et là, je sais de quoi je parle. Puis dans vos entourages, qui n'a pas entendu d'histoire glauque autour d'abus, de viol et d'inceste auprès d'un ou d'une mineure ou juste d'une ou d'un ami, il y a les histoires de famille comme des histoires de réseau national voire international qui défraient la chronique, ou encore des personnages célèbres qu'on retrouve avec du contenu compromettant et choisissant avec attention des personnes dont ils peuvent profiter. Ce qui est intéressant, voire pertinent, c'est que ce sont les mangaka qui ne laissaient rien transparaître dans leurs œuvres qui le plus souvent ont été inquiétés. Soit pour possession de photos ou vidéos pornographiques à caractère pédophile pour Nobuhiro Yatsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond. Ne niant pas les faits, Nobuhiro Watsuki a confirmé à la police ses penchants pour les jeunes filles en déclarant aimer les filles entre la fin du primaire et la 3e année du collège. Pour cela, selon les infos que j'ai récoltées sur le net, il écopera d'une petite amende de 1500 €. Soit la suite de rapports sexuels payants entretenus avec une mineure de 16 ans pour le mangaka Mitsutoshi Shimabukuro. La Shueisha annulera sa série en cours, bien que 6 ans plus tard, il connaîtra de nouveau le succès avec sa série Toriko dans le Weekly Shonen Jump. Soit pour atteinte sexuelle sur une mineure comme fut condamné Tatsuya Matsuki, le scénariste du manga Actage. Quelque part, je commence à avoir plus confiance en des personnes qui jouent carte sur table avec leur perversion, quitte à nous choquer dans leurs œuvres, que ceux qui font genre et sont normaux, mais qui se révèlent être de dangereux prédateurs. Eroguro, grotesque, trash et gore. Mais si on doit parler de lecture de détraqués qui cumulent tous les vices et bien plus encore, on doit parler Eroguro. Et je dois d'abord m'attarder sur Suihiro Maruo. C'est avec lui que je fais mon premier pas dans l'Eroguro avec son titre Le monstre au teint de rose, et croyez-moi, c'est un des plus durs que je n'ai jamais lu. Je vous avoue que jamais je n'aurais imaginé qu'un tel produit de niche devienne aussi tendance. Lorsque je me suis acheté ce bouquin, je le voyais comme un fruit défendu, un plaisir coupable, un jardin secret qui va trôner dans ma mangathèque. Puis il y a eu Vampire et La Chenille qui ont grandement participé à la visibilité du mangaka pour le grand public. Des œuvres de génie pour certains, qui mêlent un dessin à l'aspect rétro et sophistiqué dans ce qui ressemble à une mascarade des pires atrocités dont est capable l'être humain. Usamaru Furuya, un autre auteur que j'affectionne particulièrement, à qui l'on doit Hikaru Club, La déchéance d'un homme, Garden, Shintaro Kago. Je ne vous cache pas que je suis moins réceptif aux œuvres de ce dernier, peut-être trop grotesque pour le coup, fortement axé sur l'humour noir, mais noir, et sur les images soit dégoûtantes, soit totalement défragmentées du corps humain. Après, je suis loin d'avoir tout lu. Mais bien avant ces trois incontournables du genre, en France, il y a eu Hiroaki Samura, l'auteur du manga L'habitant de l'infini. L'évidence apparaît rétrospectivement qu'il aime faire souffrir ses personnages féminins, pour leur insuffler du caractère, le plus souvent en surmontant des épreuves afin de mettre en avant une personnalité forte, vengeresse ou des plus complexes selon les événements. Certains penseront que s'il force, ce n'est qu'un prétexte pour les maltraiter. Sauf que les dangers que traversent les femmes dans leur quotidien est bien réel, d'autant plus dans un univers de guerriers. Puis ils se référeront à son artbook si controversé qu'est Love of Brute, où il mêle le sublime à l'horreur. Pour beaucoup, il faut être un véritable détraqué pour dessiner ça, et tout aussi dérangé pour apprécier les mises en scène du mangaka, totalement borderline. Il y a certes une apologie par le beau du macabre dans les tortures faites aux personnages féminins qui peut nous fasciner. Mais il est également fait pour nous donner de véritables hauts le cœur. La question se pose toujours pourquoi ? Pourquoi faire ? Quel est le message ? Puis on en revient au questionnement sur l'art. Parce que, quoi qu'on en dise, ça restera toujours libre à l'interprétation de chacun. Après, je vous avoue que c'est le genre d'exposition que j'aurais apprécié faire pour en savoir un peu plus sur les motivations de l'auteur. Si seulement il y a besoin d'en avoir une. Après tout, certaines expériences se vivent et ne s'expliquent pas. En tout cas, son artbook m'a envoûté et je prends grand soin de cet ouvrage. Toujours dans le registre de l'Eroguro,
Les éditions Le Lézard Noir ont publié Mutant Hanako, dans une édition qui est presque un petit fascicule qui se partage en deux. D'un côté, on apprend plus sur Makoto Eida, un artiste japonais contemporain assez subversif, plus connu pour ses illustrations et ses affiches de films et de théâtre, et de l'autre, un manga au dessin si outrancier et malhabile que l'on pourrait croire à du gribouillage, mais pour le coup fort habile, mettant en scène des scènes gore, absurdes et pornographiques, voire pédopornographiques. Le récit se situe durant la guerre du Pacifique face aux démons américains à grosse queue, martyrisant le gentil japonais à petite queue. Voilà. Jusqu'à ce que Hanako, victime de ces démons d'Amerloc, se révèle en tant que super magical girl prête à tous les niquer. Encore une fois, il n'y a aucune limite, mais ça reste fascinant. Je me revois lire cette œuvre avant d'aller me coucher et à plusieurs reprises je me suis dit que j'allais reposer le bouquin. Et pourtant j'ai tout lu. Et finalement, malgré tout ce que je vous ai cité, il m'a laissé une bonne impression. Bala. Récemment, j'ai également découvert le monde du Bala avec House of Brute de Gengoro Tagame. Je ne vais pas faire un cas général de cette cible éditoriale après ma lecture de House of Brute, mais une nouvelle fois, voir la torture et la violence sexuelle me heurtait d'autant plus que cette fois-ci la victime était un personnage masculin. Autant j'ai pu avoir de l'empathie pour tous ces personnages féminins qui prenaient cher dans des scènes de hentai, autant il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être horrifié quant à leur sort dans des scènes d'Eroguro, et j'ai finalement compris la douleur qui pouvait s'immiscer dans notre chair rien qu'à la lecture d'une œuvre comme House of Brute, qui repousse sans arrêt les limites du supportable. Je vous avoue que la seule chose qui me retenait de ne pas fermer le bouquin, c'était ma compassion pour la victime. Concrètement, je ne voulais pas le laisser seul face à ses tourments. Puis en toile de fond, le récit reste une critique de la société japonaise, certes d'un autre temps, mais qui a certainement laissé des traces sur le rapport de l'individu et de celui qui possède le pouvoir. Parlons un peu shoujo. Moto Hagio. Moto Hagio, reconnue comme la fondatrice des prémices du boys love avec son manga Le cœur de Thomas, n'est pas exemple de tout reproche. Enfin, seulement si on s'arrêtait sur nos premières impressions. Lorsqu'elle fait s'embrasser des jeunes garçons avec ce culte du beau, pour le plaisir des plus grands qui les chaperonnent, avec cette idée de pensionnat pour garçons qui rend inévitable ces amourettes plus ou moins consenties, a de quoi être assez déconcertant, et de mettre mal à l'aise lorsqu'on n'est pas familier de ce genre de lecture. Surtout lorsqu'elle met en scène des personnages masculins mineurs. Puis du fait que ça se passe à l'étranger dans un pays où les enfants ont les cheveux blonds aux yeux clairs, donne à son œuvre une part de fantasme, ce qui offre aussi une esthétisme très marquée, pleine de sensualité, assez bambin. Mais au final, Moto Hagio nous offre après coup un récit avec une narration bien plus complexe, bien plus psychologique, bien plus tortueuse et bien plus noire. Que laissait entendre ma première impression. J'avais parfois l'impression d'assister à un duel entre deux pervers narcissiques, un duel qui se prolongeait même au-delà de la mort. En France, les préjugés sont marqués au fer rouge quant à cette cible éditoriale. Le shoujo est souvent caricaturé au roman scolaire pour filles, mais en vrai, de ce que j'ai compris, cette image shoujo à l'eau de rose était aussi entretenue par les lectrices japonaises de la première heure. Ainsi, on les laissait tranquilles avec leurs trucs de filles, alors que leur lecture recelait des thèmes bien plus complexes et pertinents qu'ils le laissaient entrevoir au premier coup d'œil, comme j'ai pu le mentionner avec Le cœur de Thomas de Moto Hagio. Comme j'aurais pu citer d'autres mangaka tels que sont Ryoko Ikeda avec Très cher frère, ou tels que Yumiko Igarashi avec Lady Georgie. Le boys love. Aujourd'hui, il me semble que c'est le boys love qui a repris cette identité un peu underground. Laissons ces filles lire des histoires de garçons qui s'aiment, diront-ils. Mais encore une fois, les filles, qui sont la principale cible éditoriale au Japon, dissimulent le véritable intérêt de leur lecture. En France, le lectorat de boys love me paraît mésestimé, parfois même par la communauté shoujo. Pourtant, j'ai cette phrase qui me revient en tête: quoi de mieux que de se soustraire du regard des hommes au travers de nos lectures? Et bah, en mettant en scène des hommes qui s'aiment à la sauce manga pour filles. Et dans les boys love, de ce que j'en ai lu, on flirte souvent avec le hentai. Le sexe des personnages masculins n'est pas censuré, ainsi que les relations sexuelles qui peuvent paraître parfois tout aussi crues que romantiques. Mais ensuite, réduire la lecture du boys love à ces scènes plus que coquines serait une grave erreur. Une caricature
qui pourtant ne semble pas plus affligé que ça le lectorat boys love qui en soi préfère rester discret. Du genre qu'on les laisse kiffer, c'est tout ce qu'ils demandent, qu'on ne juge pas leur goût littéraire, qui au final peuvent se révéler être de véritables pépites narratives, de dessin, de mise en scène, avec des sujets graves et psychologiques ou non, comme peuvent l'être au passage certains mangas hentai. Dans une autre mesure, on peut aussi retrouver ce critère de discrétion chez les consommateurs de webtoons. Alors qu'actuellement, en France, une partie du public consommateur du manga shoujo, lui souffre d'un certain manque de reconnaissance. L'art sous toutes ses formes. L'art est-il un passe-droit à toute représentation créatrice ? Comme cela peut l'être aujourd'hui pour les romans ou les films, vecteurs de violence et de sexe. Enfin, je dis ça, mais j'ai souvenir que lors de sa projection en avant-première, lors du Festival de Cannes, le film Irréversible en choqua plus d'un, au point que certains ont quitté la salle de cinéma tout en insurgeant le réalisateur et les comédiens, et en particulier Monica Bellucci, ayant accepté de jouer dans ce qu'ils considéraient être une abomination. De mémoire, bon nombre de films d'auteurs français mettent en scène soit l'inceste, soit les aventures d'une mineure qui se prostitue, soit les excès d'une personne séropositive, et tout cela saupoudré d'érotisme. Je pense au film Les Nuits Fauves de Cyril Collard, au film Ma mère de Christophe Honoré, adapté du roman de Georges Bataille, et au film Jeune et jolie de François Ozon, pour ne citer que. Mais là, on touche au patrimoine du cinéma français. Et je ne vous parle pas de la littérature, avec le Marquis de Sade et tout ce que lui et ses œuvres incarnent, allant au-delà de l'érotisme jusqu'à l'apologie du mal. Avec Guillaume Apollinaire et son titre Les 11 000 verges qui virent au scato. La littérature occidentale, mais pas que, regorge de titres qui ont fait scandale et que l'on pourrait qualifier de détraqués. Comment ne pas penser à l'écrivain Vladimir Nabokov et son roman Lolita, qui aura le droit à de nombreuses adaptations cinéma, dont la plus connue est réalisée par Stanley Kubrick. En parlant de Stanley Kubrick, comment ne pas avoir une pensée pour Orange Mécanique qui aura su traumatiser plusieurs générations de spectateurs. Ensuite, il y a des personnalités telles que Roman Polanski qui cristallisent ce rapport que l'on peut avoir avec l'art et le spectacle, poussant certains à vouloir faire la distinction entre la personne qui a commis un crime et ses œuvres. Il est très étrange de constater que le jugement des uns a deux vitesses, selon leur affection pour les œuvres d'un auteur, comme cela peut être le cas parfois avec un proche qui a commis un crime. Le manga pour adolescents. Mais revenons à l'essence de cette vidéo, le manga. Cette lecture désignée à tort exclusivement pour les adolescents, avec des titres tels que Battle Royale ou DebTube, nous avons une surabondance de violence et de sexe, qui se rapproche plus du fanservice en multipliant les scènes toujours plus gore ou érotiques, à travers des jeux macabres, souvent associés à la survie. Parce que l'œuvre est un shonen publié dans un magazine pour jeunes garçons, parfois des lecteurs de la nouvelle génération sont mal à l'aise par des éléments de lecture que parfois ils ne comprennent pas, car ils n'ont pas les références de l'époque. Souvent, une œuvre est un état des lieux d'une société et de son époque. Parfois même, elle le dénonce à travers le divertissement, mais il est facile de dénigrer une œuvre de divertissement qui use de l'humour, ainsi on ne peut pas lui prêter une réflexion créatrice autour d'un message, d'autant plus s'il est d'abord destiné aux enfants. Je pense à des titres tels que City Hunter et Dragon Ball, pour ne citer que. D'ailleurs, ce qui est souvent remis en cause dans ces œuvres, c'est l'humour pervers. De toute façon, aujourd'hui, dans notre société, tout ce qui n'est pas ou plus drôle devient un crime. Puis doit-on condamner les œuvres dont les mœurs étaient différentes lors de son écriture, alors qu'elles reflétaient la société d'une autre époque ? Cela n'empêche qu'on peut se poser des questions. Rendre sympathique, voire attachant un personnage pervers ou psychopathe, n'est-il pas dangereux ? Dangereux qu'on puisse aimer ce profil jusqu'à le banaliser ou le révérer. Cela veut-il dire que l'on consent aux attitudes d'un personnage parce que son écriture nous plaît ? Je peux prendre en exemple Kame Sennin, Tortue Géniale, qui représente le petit vieux pervers à tendance pédophile lorsqu'on le voit saigner du nez à tout bout de champ, ce qui représente un peu l'érection, face au corps du personnage de Bulma, encore mineur au début de l'œuvre de Dragon Ball. Cela n'empêche que Kame Sennin est un personnage qu'on affectionne particulièrement. L'auteur ne dit pas que c'est bien ce qu'il fait, mais il s'en amuse. Il le tourne en dérision, et il le traite même lui-même de pervers, tout en le rendant dans un autre contexte bien badass, comme on aime. Il en est de même pour Ryo Seriba.
Nicky Larson, qui joue au mec qui harcèle tout ce qui bouge dès qu'il est question d'un personnage féminin. Clairement, l'auteur se moque des donjons, voire de ces rabatteurs qui enquiquinent les femmes dans les rues, alors qu'on sait qu'à derrière se cache un amoureux transi et un homme d'honneur. Mais oui, l'auteur et le lecteur s'amusent du côté pervers du personnage de Rio. Aujourd'hui, on craint que ce genre de personnage influe le jeune lectorat à ce genre de pratique, ou pire, qu'il le justifie. Après tout, si City Hunter se permet ça quelque part, cette personnalité de détraqué est cool. Bien que l'on sait très bien, et à tout âge, que ce soit pour Kami Sennin ou Ryo Saiba, que c'est surtout un artifice pour contraster avec leurs deux personnalités et mettre en valeur celle qui est bien plus badass lorsqu'ils sont en mode sérieux. Le cas d'Hisoka dans Hunter x Hunter est encore différent, car là nous avons affaire à un personnage tout ce qu'il y a de plus psychotique et dangereux, qui porte un certain intérêt au personnage de Gon, qui est un enfant, qui paraît d'abord tout ce qu'il y a de plus malsain envers un enfant. Enfin, un enfant qui joue dans la cour des grands. Et pourtant, ce n'est pas les occasions qui manquent à Hisoka s'il souhaitait vraiment s'en payer une tranche. Mais pour X raisons, il préfère attendre que Gon soit à point, qu'il mûrisse d'une manière ou d'une autre avant de s'en prendre véritablement à lui. J'ai toujours été étonné de la popularité de ce personnage, parce que qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on apprécie un personnage qui a tout d'un prédateur, d'autant plus qu'il est apprécié autant par les filles que par les garçons. Et l'évidence m'apparaît que c'est parce que c'est un personnage de fiction, et que son écriture est tout simplement appréciée, ne serait-ce que par le danger qu'il représente, tout en espérant au fond de nous qu'il ne soit pas si méchant que ça. Il a tout de l'antagoniste qui sait mettre un coup de pression au récit, et c'est certainement ça que le public aime en plus de son caractère design. En conclusion, le bien-pensant et la cancel culture. Doit-on écrire ou dessiner uniquement ce qui est bien et convenu pour faire plaisir aux bien-pensants? La cancel culture n'est-il pas également un danger pour la culture d'un pays, une censure de son histoire, de l'artiste et de ses œuvres? La fiction n'a-t-il pas un rôle salvateur dans notre appréciation de la réalité, dans son enseignement? N'apprenons-nous pas de nos expériences? N'avons-nous pas besoin d'elles pour évoluer? Bien sûr qu'il y aura toujours des déséquilibrés qui prendront pour argent comptant ce qu'ils verront dans un film, et ce qu'ils liront dans un livre. Tandis que d'autres prendront juste plaisir à se divertir devant un animé ou à la lecture d'un manga. Les détraqués. Pas forcément ceux qu'on croit. Les détraqués ne sont-ils pas ceux qui voient le mal partout? Ce ne sera pas la première fois qu'on entendra des discours homophobes de personnes qui ont des relations homosexuelles refoulées, des personnes qui tiennent des propos racistes sur la couleur de peau mais qui aiment coucher avec ces mêmes personnes, ou encore plus paradoxal, un homme aux cheveux noirs et aux yeux foncés qui prône la suprématie de la race aryenne. La liberté. Il est connu de dire que la liberté s'arrête là où s'arrête celle des autres. On parle de la dérive d'une société spectacle. Mais si le spectacle te déplaît, dois-tu l'interdire aux autres? Et là, je ne parle pas d'un show où l'on met la vie d'êtres vivants en jeu, comme dans des corridas où les taureaux n'ont rien demandé à personne. Le fait réel, basé sur des histoires vraies. Moi aussi, des trucs me dérangent lors de certaines lectures, comme des licences basées sur des histoires vraies, qui impliquent une tragédie qui sort de la fiction. Car il y a vraiment eu des victimes. Je trouve ça vraiment trop malsain, même si c'est romancé. Je le prends un exemple, mais en soi j'ai rien contre lui. Je pense au manga 17 ans, Les Chroniques du Mal, édité par Naban. Un récit qui est inspiré d'un fait divers ayant bouleversé le Japon en 1989, celui du kidnapping et du meurtre de Junko Furuta, âgé de 17 ans au moment des faits, qui est enlevé, violé, torturé et assassiné. Le crime est principalement perpétré par 4 garçons mineurs proches des milieux yakuza, mais de nombreuses personnes, principalement des amis de ces derniers, avaient connaissance de ces actes ou y ont contribué. Honnêtement, si je n'avais pas su que c'était inspiré d'une histoire vraie, je l'aurais acheté le jour de sa sortie. Mais là, ça me fait trop mal au cœur pour la famille de la victime de savoir que de nombreux inconnus puissent posséder un manga et être témoins des dernières heures de torture de leur fille. Il en va de même pour ces séries télé dont le personnage principal est tiré officiellement d'un serial killer. Je pense sincèrement qu'il devrait éviter de promouvoir ces récits-là, alors que les auteurs, maisons d'édition ou autres producteurs pourraient très bien s'en inspirer pour proposer un autre produit.
Vraiment, cette approche marketing sur des faits réels me fait trop mal au cœur. L'idée que s'il arrivait malheur à l'un de vos proches, il pourrait potentiellement devenir un bout de chair au profit d'un scénario, tout en rendant toujours plus célèbre celui ou ceux qui ont commis ces atrocités. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont jamais compris pourquoi on rendait célèbres ces énergumènes, alors qu'ils mériteraient de tomber dans l'anonymat. Voilà. J'avais envie de partager avec vous la réflexion de ces lectures de détraqués qui potentiellement font de nous des pervers au comportement déviant, mais j'avais envie de dire que quelque part on a tous nos vices et qu'on sera toujours le détraqué d'un autre. Alors faites-vous plaisir, lisez ce qui vous plaît, le mauvais goût n'est pas un crime, et je pense sincèrement qu'il ne faut pas attendre des autres quelque reconnaissance que ce soit. Parce que même si on aime partager nos expériences de lecture, cela reste une appréciation personnelle qui peut tendre à évoluer car demain, vous n'aimerez peut-être plus que vous lisiez hier et vice-versa. De mon côté, j'ai fait ce cheminement qui m'a amené à faire mon introspection sur mon rapport à la fiction et à la réalité. À vous de faire le vôtre. Pour finir, je pense qu'il est primordial pour le lecteur de percevoir les différences entre un récit qui fait l'apologie de vices et de perversion et une œuvre de fiction. Qu'il y a dérision, dénonciation ou pas. Je pense sincèrement que l'histoire nous a montré les dangers de la censure et de la répression. Mais instaurer des limites sont aussi les bases d'une bonne éducation, du moins en société. Après, au même titre que les guerres, pas sûr que nous sachions en tirer des leçons de vous à moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous le répète, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Quant aux nombreuses questions qui se posent au sujet de ces lectures dites de détraqués, l'intérêt est justement de se les poser ces questions, je crois que c'est ça le plus important. La conclusion vous appartient comme il appartient aux autres d'apprécier telle ou telle lecture. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!